Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la fin de Resi Qatar et la politique d'apaisement. D'abord, pour remettre dans le contexte, il faut dire qu'il y a eu une croisade contre les Qatars entre 1209 et 1229. Et du coup, il y a eu ce qu'on appelle le traité de Maupari qui a mis fin aux croisades. Traité de Maupari qui, pour retrouver la paix en 1229, qui a été instauré par le roi de France. Et encore une fois, Raymond de Toulouse devait justement accepter accepter ce traité. Mais donc là, il y a encore une fois les Qatars, malgré le sac de Béziers, malgré malgré Narbonne qui tombe, malgré pas mal de villes qui tombent, en 1270, il y avoir un fait très important. Enfin, le Qatar, il reste fort. Malgré les sacs de Béziers et tout ça, le Qatar, il reste fort. Mais en 1270, il va y avoir la mort des comtes de Toulouse, de Jeanne et Alphonse de Poitiers, qui passent par, du coup, que les territoires de Jeanne et Alphonse de Poitiers, qui sont morts en 1270, passent justement aux mains du roi de France parce qu'ils n'ont pas fait d'héritier. Et du coup, c'est le roi de France qui récupère tout et qui récupère Toulouse. Et du coup, la chrétienté va être en quelque sorte imposée, notamment par le fait que le roi de France est chrétien. Donc, Louis IX va restituer les terres d'anciens Fédis repentants pour justement continuer ses actions de paix. Il va restituer à d'anciens Fédis. Fédis, c'est des personnes qui ont perdu leur terre. Et ceux qui vont se repentir, et ben, en quelque sorte, et ben, ils vont retrouver leur terre. Donc c'est une politique vraiment d'apaisement. Mais pour ceux qui résistent, par contre, en 1259, il va y avoir des dispositions rigoureuses proposées. Et en 1240, c'est contre les seigneurs sympathisants à la cause de l'hérésie. Donc il y aura quand même des causes, il y aura quand même comme la mise au mur, la torture, ce genre de trucs qui seront utilisés pour justement que les gens se repentissent un peu. Enfin, contre les hérétiques encore. Par contre, pour ceux qui sont pas hérétiques et qui ont subi les croisades, il y a eu la création par le roi de France des bastides. Donc il y avait eu Bastille de Montjoie, en Aguenay, où les gens pouvaient s'installer, les familles touchées par les croisades pouvaient s'installer, mais les hérétiques, encore une fois, ne pouvaient pas s'installer. Hein. C'est assez facile à comprendre. Donc, la justice, si tu abandonnes le Qatar, enfin, si tu abandonnes le qatarisme, l'abandon du qatarisme, tu vas trouver de la sécurité auprès de l'administration royale. Par contre, si tu restes euh, Qatar, tu t'opposes non seulement aux inquisiteurs, mais tu t'opposes aussi au roi. Bon. Maintenant, on va voir les derniers coups de l'Inquisition et les dernières résistances. Je vous rappelle qu'en 1329, Bélibast, le dernier parfait, est mort brûlé sur le bûcher. En l'affaire Bélibast, c'est en 1321, je crois. 1321. Donc le dernier parfait est mort. Et du coup, en France, là, on parle en 1300 et quelques. En France, l'influence du Qatar persiste encore, notamment même à Toulouse par les frères, par les frères,
J'ai un petit trou de mémoire. Par les frères Autier, voilà, par les frères Autier. Par Jacques Autier et... non, c'est Guillaume Autier et... Ah, je m'en bats. Enfin bref, il y a quand même une résistance instaurée par les frères Autier, Pierre Autier et Guillaume Autier, voilà, qui justement prêchaient encore le catharisme et prêchaient le catharisme un peu de partout dans Toulouse avant qu'il ne se fasse arrêter. Donc c'était en 1300 et quelques qu'il y avait encore de la résistance dans Toulouse, qui a été une grande ville du catharisme. En vrai, les frères Autier, ils sont allés s'installer en gros de Lombardie en France. Et en France, ils sont installés en 1295 et ils ont commencé à, à prêcher en 1300. Donc, ils commencent à avoir une influence, des petites influences pour s'opposer aux dominicains. Malgré tout, il reste quand même pas mal de personnes qui se repentissent, les plusieurs ecclésiastiques qui s'accusent d'avoir participé à la cérémonie cathare, voire de recevoir le consolamentum. Donc voilà, donc là c'est vraiment la fin du Qatar, les fins du qatarisme. Même les religieux de haut rang, ils trouvent qu'il y en avait qui étaient suspectés d'hérésie, notamment l'archidiacre de Carcassonne. Donc voilà, donc là c'est encore les derniers hérétiques qui sont en quelque sorte qui sont chassés. En 1300, on va s'opposer à l'influence des dominicains, il y a un mouvement d'opinion, parce que l'influence des dominicains est trop lourde, malheureusement. Et les inquisiteurs se font trop voir. Et du coup, il va avoir un message, un mouvement d'opinion, voire jusqu'à un rapport au roi pour arrêter l'inquisition. Mais malgré tout ça, parce que ça sent l'agonie du catharisme en Languedoc, malgré tout ça, l'inquisition va perdurer malgré cette plainte. Elle va perdurer encore un peu. Donc il va y avoir la détention au mur qui va être rajoutée. Et à la fin du premier quart du XIVe siècle, l'orthodoxie triomphe dans la plupart des pays. Donc voilà, il n'y a que dans les petits villages comme Montaillou, où il y a facilement du catharisme, met du temps, parce qu'en gros c'est le catharisme par exemple à Montaillou est ancré chez les notables et notamment chez le bas peuple. Et du coup derrière ils ont un retard social énorme, et ce retard social énorme font que du coup à Montaillou par exemple le catharisme va rester. Parce qu'en gros, ce qui va se passer, l'effacement du catharisme, c'est grâce que scientifiquement, on va être de plus en plus avancé. Notamment la religion chrétienne va être de plus en plus avancée scientifiquement, et du coup, le retard du catharisme, ceux qui sont en retard
dans les petits villages, tout ça, bah du coup, ça va être compliqué parce qu'il y aura encore des croyances superficielles comme le Qatar, le Qatar. Donc c'est ce qui explique pourquoi l'Inquisition devrait œuvrer même dans les petits villages, va œuvrer dans les petits villages comme Montaillou. Maintenant, on va s'intéresser à Jacques Fournier. Jacques Fournier qui est un moine cistercien. Il a fait l'université de Paris. C'est un très grand homme parce qu'il a fait l'université de Paris. Ensuite, en 1317, il a eu l'évêché de Pamiers. L'évêché de Pamiers, je crois comme ça. Il devient cardinal en 1334. Et ensuite, après, il devient pape. Et après, il a réussi, il devient quasiment pape. Et c'est Benoît, il se fait appeler du coup Benoît VII. Enfin non, Benoît XII, pardon. Ouais, Benoît XII, il se fait appeler Benoît XII. Alors il entreprend la construction du palais des papes. Et c'est un personnage très important parce que ça va être l'inquisiteur, vraiment le grand inquisiteur, parce qu'il va s'intéresser, il va essayer de combattre l'inquisition, notamment les prédications de Pierre Rotier et de ses disciples. Donc on peut regarder un Pierre Rotier. Rotier avec H. Donc voilà, Pierre Rotier, c'est en 1300, 1300, en 1300, 1309. Son arrestation va se passer en 1309. En 1300, il va vraiment va vraiment amener le pèlerinage en France. Enfin voilà, il va quand même ramener pas mal de choses, mais il va s'arrêter en 1309. Et c'est 60 ans après la chute de Montségur, donc c'est quand même assez énorme. Parce que Montségur, c'est en 1244, hein, on me rappelle. La chute de Montségur, c'est en 1244. Donc, donc voilà, c'est Pierre Rotier. Donc Rotier, c'est avec un H. Pierre Rotier avec un H. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. On va continuer à parler de Jacques Fournier, du coup, qui a dû combattre Pierre Rotier et ses prédicateurs, enfin ses prédications, pardon. C'est parce que en tant qu'évêque de Pamiers, il va devoir combattre Jacques Fournier pour éradiquer le catharisme de son diocèse. Qui va se faire nommer comme moi. En fait, ça a été un peu le sort de grand inquisiteur qui va s'intéresser au catharisme, il va s'intéresser aussi aux Vaudois, il va s'intéresser aux Juifs, il va s'intéresser aux Fraticelli, c'est-à-dire Fraticelli qui est une branche des franciscains, une branche hérétique des franciscains. Et enfin, il va s'intéresser même aux lépreux. C'est assez rude. Et lui, il va vraiment faire des interrogations. Il va les interroger lui-même, les ceux qui sont suspectés d'hérésie, et derrière ceux qui sont suspectés d'hérésie. Et derrière, voilà. Donc derrière, il va les interroger sur les faits et non sur les on-dit. D'ailleurs, c'est ce qui a changé. Parce qu'à l'époque, l'hérésie, ils étaient plus sur les on-dit, tout ça.
tandis que maintenant ils sont sous les faits, maintenant, grâce à Jacques Fournier. Et il va être patient et très rigoureux, ça va être ses deux qualités. Donc, Béatrice de Planisson fut condamnée en 1321, 2 ans au mur. Elle est libérée avec l'obligation de porter la croix de pénitence. Donc, la croix de pénitence, ça veut dire qu'en gros, genre, tu as été vu comme un hérétique et tu as été condamné. Et ça veut dire qu'en gros, socialement, tu peux être exclu parce que cette croix fait en sorte qu'en gros, bah, tu as été un hérétique, donc ceux qui sont croyants ont mal te regarder, et les hérétiques eux-mêmes bah, vont t'exclure parce que du coup t'as fait pénitence. Donc tu as été un peu exclu de camp. Tu as été un peu exclu de camp. Donc il instruit, voilà, le dernier procès du dernier parfait. Non, un dernier procès avec le dernier parfait de Bélibast en 1321. Donc, et en 1326, il est transféré à Mirepoix. Il partira pour devenir pape. Donc voilà, donc ça c'est un des plus grands inquisiteurs. Les plus grands inquisiteurs, Jacques Fournier, il faut le retenir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. On parlera de la prochaine fois de l'Inquisition à son apogée. En tout cas, moi, on attend la prochaine. Je vous dis ciao.